Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous directement de Montréal pour vous parler de mon dernier livre, c'est-à-dire Le Maître sans maître. Je vais vous faire une courte présentation, mais aussi situer ce livre dans mon œuvre au complet. Donc, je vais vous le montrer tout de suite ici. Voilà, c'est mon septième opus qui est sorti hier, donc le 23, hier au sens que je suis allé chercher les copies chez l'imprimeur, le Cahiers du livre. Donc, je collabore depuis plusieurs années avec bon, des professionnels, tout ça. Donc, j'ai une correctrice professionnelle qui travaille avec moi. Je remercie Aimé Lévesque. Il y a Martine aussi Lévesque qui m'a aidé à peaufiner la correction du dernier livre. Et Evelyne qui travaille avec moi depuis plusieurs années pour l'infographie. Je vais vous présenter les autres livres aussi. Voilà. Et Louis Quévillon du Cahiers du Livre. Donc, mes ouvrages, c'est-à-dire c'est de l'artisanat au sens où, en tant qu'esprit libre, puis voulant bien sûr être libre au niveau, comment dire, de la production, du contenu et de la forme, avoir une certaine liberté, j'ai décidé d'y aller sous le mode artisanal. Voilà, puis je suis soutenu justement par ces gens qui font un beau travail professionnel, puis ça permet au livre de naître. Donc, je vais vous montrer un petit peu, je ne sais pas si vous voyez ici. Ça, c'est le Maître sans maître. Je vais vous aussi lire la quatrième de couverture, puis vous parler du contenu de celui-ci. Donc, il va être disponible. Vous allez pouvoir m'écrire si vous voulez vous en procurer une copie. Je vais vous dire les deux endroits où je vais le laisser. Un endroit à Montréal et un endroit à Sainte-Thérèse, dans une librairie indépendante aussi ou vous m'écrivez. Je pourrai aussi vous le commander par la poste. Il sera dédicacé, puis je vous dirai à combien il revient pour l'envoi postal avec dédicace, etc. Donc voilà. Donc, merci d'être là tout le monde. On salue les gens qui vont nous écouter, euh, comment dire, qui vont nous écouter en reprise et qui nous écoutent aussi, qui vont peut-être se joindre à nous durant cette petite rencontre. Merci d'avoir accepté cette invitation parce que ça permet aux gens qui sont loin, comment dire, aux gens qui sont loin, de nous rejoindre, peu importe où ils sont au Québec ou ailleurs, et même en France. On salue les gens qui se sont inscrits de la France également. Donc, euh, le livre Le Maître sans maître, écoutez, je vais vous expliquer un peu le processus, puis vous expliquer aussi le contenu. euh, pour le peu que je peux vous en dire, parce que je vais pas dévoiler, comment dire, le contenu entier du livre et y aller d'une lecture cette fois-ci. Euh, mais je vais vous parler de comment le tout a commencé. Donc, ça a commencé, je me demandais à partir de 2023, je me disais, bon, il faudrait bien que j'aimerais bien procéder à l'écriture d'un nouveau livre, mais on ne peut pas commander ça. En tout cas, de mon côté, je ne peux pas commander je fonctionne pas ainsi de façon disciplinaire, à me dire, bon, je vais me lever chaque matin et écrire le projet de mon nouveau livre. Je fonctionne plutôt par inspiration, puis même par des états de flow, d'interpellation qui m'amènent à l'écriture, pour ne pas employer le mot trans d'écriture. Alors, en 2023, j'avais l'intention de publier, de soumettre mes manuscrits chez Alia en France, maison d'édition fondée par Gérard. Euh, comment dire, Gérard qui a fondé Alia en réimprimant des classiques ou des livres oubliés, des livres mystérieux de grands écrivains, qu'on pense à Giordano Bruno, qu'on pense à Cocteau, qu'on pense même à Spinoza, etc. Et Gérard a commencé à... J'ai lu quelques articles de fond sur la maison d'édition Alia, et Gérard a... maintenant, reçoit à peu près 900 manuscrits par année et il a trois employés qui travaillent avec lui. Et il est dit dans les textes, dans les articles de fond, que ça prend beaucoup de temps avant de traiter les documents. Et j'avais cette intention-là depuis 2023, mais justement, en faisant la lecture récente de la maison d'édition Alia, je me suis rendu compte que ça pourrait être long. L'attente aussi face à ces documents-là et aussi une forme de gambling,
jouer dans l'espoir, espoir, crainte, espoir, être pris dans un moment de crainte, espoir. Et soudainement, j'ai comme eu l'apparition de ma couverture qui m'est venue à l'esprit. Et par hasard, j'avais rencontré ma correctrice au salon de thé l'été, puis je me suis dit, ah, je vais lui écrire. Puis si elle décide, euh, Aimée, qui est à Rimouski, si elle décide de vouloir prendre part à l'aventure, ben, on ira avec une autopublication comme les autres derniers titres. Donc, je vais vous montrer comme ça rapidement ici. Donc, il y a le premier 2005 Présence. Donc, c'est un dialogue entre... c'est un auto-questionnement de 19 questions auxquelles je réponds avec 5 dialogues entre maître et disciple. Ça, c'est 2005 avec une réédition en 2012, parce que 2012, j'ai rajouté 4 dialogues entre maître et disciple. Il n'y en avait qu'un seul. Et le premier dialogue s'appelait Dans la gueule du tigre. Et j'en ai rajouté 4 autres. Donc, c'est première édition 2005, réédition 2012. Là, ensuite, est arrivé en 2012 La puissance de l'instant, où il y avait 3 textes à l'intérieur de La puissance de l'instant. Vous allez comprendre. Donc, première édition 2012, avec la première partie qui s'intitule Soudain la foudre et la deuxième partie, La puissance de l'instant. Et il y avait un troisième livre. Donc, gardez ça en tête. Un troisième livre qui a fait un saut, qui a été retravaillé pour donner un autre ouvrage. Fait que ça, c'est 2012. En 2013, la Bibliothèque nationale me place en 2014, mais c'est bien écrit en 2013, La violence sous pseudonyme, La violence de l'éveil de Theodore Hammer. Voilà, qui est sorti en 2013, ici. Et là, ça a continué. Incident Shiva, qui est en 2 parties. Donc, dans Incident Shiva, 2014, c'est une première partie qui s'intitule Le Tournant, et la deuxième partie, qui est un genre de poème épique avec Shiva et Shakti, etc., qui s'intitule Incident Shiva. Ça, c'est 2014. Là, ça continue encore 2015, et là, vous allez voir qu'il y a un lien. J'ai écrit ce livre-là au Camellia Sinensis et dans le métro de Montréal. Donc, j'avais l'intention, c'est drôle, d'écrire 100 haïkus, mais des haïkus occidentaux. Donc, des poèmes suscitant l'éveil, etc. Mais ça finit avec 48 poèmes occidentaux suscitant l'éveil. Et c'est drôle parce que un des recueils des koans zen majeurs, La passe sans porte, est constitué de 48 koans. Donc, c'est comme un petit clin d'œil sans le savoir qui s'est produit, hein. Je voulais au début écrire 100 textes, mais à un moment donné, ça m'a dit c'est assez. J'en avais 54, j'en ai retranché de façon spontanée 4 ou non 6 et j'ai fini à 48. Ben, puis ça a pris 2 ans, 5 ans avant qu'apparaisse l'appel de l'être. Et là, je vous le dis tout de suite, l'appel de l'être, c'était le troisième livre de la puissance de l'instant, qui s'intitulait pas l'appel de l'être, mais qui s'intitulait l'évidence du vide, qui a été, comment dire, retravaillé en entier pour donner l'appel de l'être avec le petit soleil ici. Donc, ça c'est en 2000, il y a eu le lancement qui était à Montréal devant le Camellia Sinensis. Il y a des gens qui sont venus d'un peu partout, c'était spontané. Ça, c'était en 2020, je m'excuse, c'était en 2020. Et là, voilà qu'apparaît 5 ans plus tard, le Maître sans Maître qui sort au mois de janvier et qui est constitué paradoxalement de 48 paragraphes. 48 paragraphes avec des petits sous-titres. Je ne sais pas si je peux en montrer un tout de suite à l'écran ici. Je ne sais pas si je suis capable de vous montrer ça, si on voit bien. Donc, vous avez le sous-titre en gras et les paragraphes. Il s'est passé quelque chose de drôle avec tout ça parce qu'au point de départ, donc l'écriture a commencé, l'écriture a commencé, j'ai déposé mon titre le 18 juillet, OK? Et un mois plus tard, je me suis mis à écrire. Donc, j'ai partagé le titre à quelques personnes en qui j'avais confiance, puis je pensais que le titre était assez solide, Le Maître sans maître. Et c'est une première fois que ça m'arrive comme suit, là, de poser le titre. Ça a mûri un mois, et à partir d'un mois, je me suis mis à écrire. Donc, j'étais au Café La Rue à Montréal sur Castelnau, j'ai écrit 3 paragraphes.
Je les ai numérotés, puis je me suis dit, je crois que c'est parti. Et là, quand j'écrivais le texte, j'avais un ton que j'étais comme en contact avec un ton interrogatif. Fait que c'est un livre qui est sous la forme de la problématisation, qui est comme le fondement de la philosophie, c'est-à-dire réfléchir, se questionner sur un thème, sur un problème. Le thème est le suivant, c'est le thème du maître. Et je vais vous lire la quatrième de couverture parce que qui est même un des paragraphes qui vous dit un peu l'essence de ce livre et où je vais vous donner aussi l'intention par la suite ça s'est comme écrit de manière très spontanée et de manière où j'avais des fois je devais m'asseoir dans la rue, m'arrêter pour écrire ces paragraphes-là. Donc tout a commencé avec des petits paragraphes et ça, c'en est un qui est le premier du texte, qui est la quatrième de couverture, puis je trouve qu'il problématise bien le livre. Donc, lorsqu'il est question d'apprendre à vivre, de qui apprenons-nous le mieux? Faut-il nécessairement nous en remettre à quelqu'un pour nous aider à cheminer en ce sens? Dans ce livre, il sera question du rôle du maître à propos de cet apprentissage. Qu'est-ce qu'un maître? Quelle est son importance dans la vie? A-t-il à prendre part au développement d'un individu en ce qui a trait à l'art de vivre? Donc, ça s'avère être le premier paragraphe, et drôle, des 48 paragraphes qui ont des longueurs distinctes, OK? Donc, ça, c'est un premier paragraphe assez court. Il y en a un plus long qui s'intitule Le maître intérieur, qui est vraiment plus long. Mais au début, donc, je reviens à mon point. Le thème, c'est de réfléchir sur la notion du maître. Et j'ai résumé le tout dans le début de mon texte en disant la chose suivante, pour vraiment être honnête, OK? Alors, Le Maître sans maître succède à mon livre qui s'intitule L'Appel de l'aide 2020. Il s'agit de mon septième ouvrage, rédigé de manière fulgurante. C'est drôle parce que c'est la même chose qui est arrivé avec Va boire du thé. Et je ne sais pas s'il y a deux addons. L'addon avec Va boire du thé ou la coïncidence significative, c'est qu'il y a 48 poèmes et dans boire du thé, il y a 48 paragraphes. Et Va boire du thé est écrit du 11 au 19 février 2015, encore de manière, tu sais, en 8 jours. Celui-ci est écrit les 100. Et là, je vous dis que j'ai gardé 48 paragraphes, mais il en avait 150, écrits à la main, chacun, au stylo, etc., que j'ai retranscrit au complet. Donc, celui-ci est écrit du 19 août au 3 septembre 2025. Donc, ça a pris plus de temps, bien sûr, mais avec une grande intensité parce qu'il y avait 150 paragraphes. L'ordre des 48 reste, l'ordre est quand même, n'a pas beaucoup été déplacé. Donc, il y a comme un flow, il y a comme une logique interne, ou une logique organique au déploiement du texte. J'ai bien sûr élagué, effacé certains paragraphes qui n'avaient pas leur place et ça a donné ce que j'appelle ici un texte qui est une forme de réflexion ad libitum, libre, réflexion libre, qui problématise la question du maître à travers 48 courts articles. Donc, il y a comme un clin d'œil, c'est bizarre. 48 courts articles et Va boire du thé, 48 poèmes. Je pensais jamais, je n'ai pas décidé que ça donne 48. C'est qu'après l'élagage, ça finit avec 48. Gardez vos questions en tête parce qu'il y aura une période de questions par la suite. Là, je fais comme une petite présentation. Et là, on va regarder le symbole. Ici, c'est assez intéressant parce qu'il s'agit de kanji. Alors, je remercie ma correctrice principale, Aimée Lévesque, qui, bien sûr, parle et écrit le japonais, qui a travaillé justement.
à la présentation. Puis ça, je pense que je vais vous le lire, parce que là, on voit le kanji, mais paradoxalement, ce qui est drôle, c'est que mon infographiste a oublié un aspect du kanji. Puis je crois qu'esthétiquement, c'est plus réussi que s'il y avait eu un kanji supplémentaire, c'est-à-dire un idéogramme qui se serait rajouté. Je l'ai accepté comme ça, avec une forme d'imperfection, mais je l'explique à l'intérieur. Alors, vous voyez un symbole japonais. Tous mes livres ont des symboles, hein. L'appel de l'être, regardez ici. On a un petit symbole qui est un soleil. Va boire du thé également. On a la théière avec le petit vase pour boire le thé, etc. Puis j'ai comme, cette fois-ci, le symbole, c'est un kanji japonais. Je vous en parle. Il est arrivé une synchronicité au café que je vais vous conter dans quelques instants. Les caractères figurant sur la page couverture réfèrent au terme japonais ronin. OK? Celui-ci, constitué de deux idéogrammes ou kanji, les caractères chinois de l'écriture japonaise, est traduit par vagabond ou errant et réfère plus précisément à une personne des vagues, à une personne errante. OK? Dans le Japon médiéval, le ronin est notamment un samouraï sans maître. Donc ici, il y a une petite association entre le maître sans maître et le samouraï sans maître, une petite analogie euh, simple. Le Ronin est notamment bon, un samouraï sans maître dont l'état de liberté personnelle non choisi pouvait résulter de la disparition de son seigneur, d'une défaite ou encore d'une faute commise. Et souvent, les Ronin est un petit peu mal vus par les samouraïs de base parce que ils jouissaient d'une certaine liberté personnelle que les samouraïs avec maître n'avaient pas. OK? Donc, écoutez, jamais je me suis levé un matin en me disant, je vais mettre ce symbole-là sur mon livre. C'est arrivé par des recherches par hasard. Il n'y a peut-être pas d'hasard. J'ai vu ce symbole-là. Je dis, ah, le maître sans maître, allons lire sur qu'est-ce que c'est? Ah, les Ronin. Ah, intéressant. Ça reflète peut-être un peu l'esprit de mon livre. Je vais bien sûr le mettre comme symbole. Écoutez, là, je suis au café là, il y a 2 semaines. Il y a un dessinateur qui s'appelle Jacques, qui est qui fait qui fait de l'animé pour des grands films américains. Il voit mon livre, mais le livre que j'avais à cette fois-ci, ce n'était pas la copie, hein, ici avec le beau laminage lustré, c'était l'épreuve. Et l'épreuve, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de laminage. Et il voit le livre sur le comptoir, le maître sans maître, puis là, il me déclare, ah, Mathieu, Ronin? Là, je dis, comment il fait? Il lit le japonais? Est-ce que Jacques lit le japonais? Il dit, non, non, on dit le maître sans maître, c'est le Ronin. C'est sûr, c'est un samouraï qui a pu son maître, qui jouit d'une certaine liberté. Et c'est arrivé à mon café. Donc, quelle synchronicité, je me suis mis à rire. Je croyais qu'il savait lire le pictogramme japonais, qu'il avait deviné le tout. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il y a il y a plusieurs films sur les samouraïs, puis il y a un film aussi sur les 47 Ronin. Qui est une vraie histoire, hein. Je me suis acheté un livre sur les samouraïs, puis il parle des 47 Ronin, bon, qui ont été battus, je crois, etc. Et là, je dis, c'est drôle. Mon livre con- est constitué de 48 paragraphes. Donc, ça se rapproche de 47. Je trouvais ça drôle. J'ai dit, est-ce que le livre est comme une forme le livre s'intitule Le Maître sans maître. C'est peut-être la présence énigmatique d'un Ronin, même si je ne suis pas un guerrier en ce sens-là. Donc ça, c'était un peu la surprise. Donc, qu'est-ce que vous allez... Et ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il respire, si on voit les paragraphes, il respire. L'espace blanc, c'est comme ça respire. Donc, c'est pas un livre, un roman ou un essai occidental où l'écriture prend toute la place avec de nombreuses pages. C'est un texte de 60 pages, 48 paragraphes. Mais quand vous allez lire le livre, vous allez être comme dans l'état d'esprit dans lequel j'ai été transporté. C'est vraiment bizarre. Je me suis dit, je me reconnais pas, mais quel est ce ton interrogatif? On l'a même dans la quatrième de couverture. J'ai été comme habité par un ton qui est dans l'arrière-fond. C'est le ton qui, pas en arrière-fond, mais qui est en avant-plan de tout cet essai-là,
qui est une réflexion libre. Là, on n'a pas affaire à une réflexion scolaire hein, sur la notion de maître dans la philosophie occidentale ou orientale. C'est une réflexion libre. Tout ça pour vous dire que je me suis passé avec mes ouvrages, tel un scolaire, tel un philosophe scolaire, en tentant de faire l'histoire de l'idée de maître dans la philo occidentale ou orientale, puis de poser un problème de manière scolaire. Ça s'est passé de façon inspirée. Et je vous dis, je n'ai ouvert aucun livre. Puis c'est pas, ça pourrait paraître comme un problème, mais ça faisait partie de mon travail, de mon inspiration du moment. Alors c'est ça, c'est une réflexion qui m'habite depuis longtemps, cette réflexion-là, parce que dans notre vie, euh, on s'est peut-être réveillé un matin en se disant, ah, j'aimerais ça être guidé sur le chemin d'un apprentissage. Trouver un maître de piano, mon maître d'art martial, etc., mon maître au niveau de l'école. Tu sais, des fois, on souhaite rencontrer un maître qui va être adéquat pour nous aider à nous développer. J'ai toujours été habité par cette attente-là, euh, par cet espoir-là de rencontrer des personnes qui auraient pu me guider, m'aider à me développer, etc. Puis ça m'a toujours habité. Puis je me rappelle quand j'ai rencontré Georges Leroux à l'UQAM, puis il m'a comme posé, avec qui je voulais faire ma maîtrise en premier lieu. J'avais dit à Georges que je voulais travailler, je crois, sur peut-être l'Advaita Vedanta, ou je sais pas trop, indien. Puis là, la question du maître apparaissait. Puis là, il m'a dit, mais Mathieu, et là, ça m'avait comme, je crois que ça a mûri longuement en moi. Il dit, mais Mathieu, euh, nous avons franchi quelque chose avec l'apparition des Lumières, du siècle des Lumières, où penser par soi-même de manière critique peut aller à l'encontre justement d'une vision des choses qui est peut-être plus traditionnelle, qui est liée à l'apprentissage d'un art via un maître. Est-ce qu'en Occident, on n'aurait pas franchi justement au 18e quelque chose qui nous laisserait seul avec nous-mêmes, soit avec notre esprit critique, notre pensée, et qu'on ne pouvait plus avoir recours à un apprentissage avec un maître. Je crois, en tout cas je dis ça comme ça, c'est une confidence, que ça m'a beaucoup, les paroles de Georges m'ont fait réfléchir. Et vous allez avoir des extraits là, du livre qui font référence à ce problème-là, hein. Si on est remis à notre propre esprit critique, à notre propre pensée, on est on est seul face à soi-même, pouvant oser penser par soi-même, ce qui est chose difficile. Comment peut-on à la fois penser par soi-même, puis à la fois euh, se développer sous la tutelle ou la guidance d'un maître? Fait que c'est problématisé dans le livre. Donc, mon livre, c'est une réflexion libre sur deux questions fondamentales. Qu'est-ce qu'un maître? Et comme je le disais en quatrième de couverture, a-t-on besoin d'un maître pour cheminer au niveau de notre art de vivre? Là? Parce que là, ça touche vraiment plutôt la question de l'art de vivre, mais je vais faire des références aussi à l'apprentissage d'un art. Je vais toucher à ça. Et ce livre-là, vu qu'il est de forme interrogative, je suis pas là pour affirmer de manière dogmatique ou de manière forte des thèses, là. Je soulève davantage de questions que j'offre de réponses. Il y a peut-être, je soulève ou je touche peut-être quelques réponses, mais faut comprendre, l'esprit du livre, c'est de la problématisation faite de façon intuitive et spontanée autour de la question du maître. Je vais juste relire, étant donné qu'il y en a qui viennent se joindre à nous, je vais juste quand même relire pour qu'on ait ça à l'esprit. Et le premier paragraphe dicte vraiment cette quête-là. Je vais juste le répéter pour que vous vous mettiez dans le bain. Lorsqu'il est question d'apprendre à vivre, là, de qui apprenons-nous le mieux? Faut-il s'en remettre à quelqu'un pour nous aider à cheminer en ce sens, c'est-à-dire à cheminer dans l'art de vivre? Dans ce livre sur la question du rôle du maître,
à propos de cet apprentissage. Qu'est-ce qu'un maître? Quelle est son importance? A-t-il à prendre part à notre développement en tant qu'individu? Fait que vous voyez, là, c'est des questions posées. Peut-être qu'il y aura quelques réponses, quelques intuitions lancées, mais c'est un ton que je n'avais jamais eu ce ton de questionnement, de problématisation. Puis je suis assez fier parce qu'il y a un côté socratique là-dedans, il y a un côté socratique où je me questionne à savoir, c'est quoi la place du maître? Qui est-il? Est-ce qu'il y a des problèmes à avoir un maître? Faut-il vivre sans maître? Peut-on se passer de vivre d'une vie même sans principe, etc. Voilà. Fait que voilà un peu le fond de ce livre-là que je voulais présenter de cette manière-là aujourd'hui. Puis je vais bien sûr vous laisser la place si vous avez des questions. Je vais répondre à vos questions. Et si ça vous intéresse d'avoir le livre, vous n'avez qu'à m'écrire. Je vais vous dire les endroits où vous le procurez. On a deux endroits. Il va en avoir un à Sainte-Thérèse, à la librairie Sainte-Thérèse, puis en face du cinéma Quartier-Latin, chez François, le libraire François, euh, la boîte à son, et ou par courrier en m'écrivant, quelquefois on pourra se rencontrer aux conférences, ou etc. Je vais juste remercier, avant de passer à la période de questions, les gens qui vont nous écouter par la suite. Merci d'avoir été présent et présente aujourd'hui. Et on va passer à la période de questions non enregistrées. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été présents et présentes aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye.